Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour ce premier épisode de l'année 2024 et de la saison 3, je suis ravie d'accueillir Cécile Bertin, qui est journaliste spécialisée dans le running et a elle-même couru de nombreux marathons et ultra-trails. Cécile, je l'ai tout d'abord appelée pour lui demander le contact d'un ou d'une pratiquante qui aurait eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Au fil de notre conversation, j'ai réalisé que j'avais très envie que Cécile nous partage son expérience de mère de famille nombreuse qui a démarré la course à 35 ans et de sportive passionnée devenue féministe. Cécile parle aussi de son rapport au corps et à la douleur, de la ménopause qu'elle a prise en pleine figure, de ses interrogations sur la transmission parce que finalement, peut-on à la fois encourager sa fille à s'accepter et envisager un traitement médical esthétique ? Micro. Bonjour Cécile et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je suis vraiment ravie. Nous deux, on se connaît puisque tu es journaliste pour Jogging International, pour Esprit Trail et surtout on s'est croisés, moi quand j'écrivais OL et que j'avais des pages formes parce que je n'ai pas fait que de la médecine et de la chirurgie esthétique, ce qui explique mon podcast Injonction et Bistouri, mais je suivais aussi la dernière basket, les courses féminines et j'ai eu très envie de t'interviewer. Alors on va se dire tiens, une journaliste spécialisée en running dans Injonction et Bistouri, quelle idée, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview. Donc, tu viens d'écrire aussi un livre magnifique, Le Tour du Monde en 60 courses. Et moi, qui ne suis pas runneuse et qui ne cours pas, je lis des passages régulièrement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de l'écrire, ce livre ? Alors, la demande de mon éditrice, non, je plaisante, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que j'ai publié déjà pas mal de bouquins, c'est pas du tout le premier, et qui avait pour but de donner envie aux gens de courir. Donc, les derniers qui sont sortis, c'était réussir son premier marathon, réussir son premier trail. Donc, il y avait... Et puis derrière, en fait, l'idée, c'était de dire, bon, bah voilà, ça y est, vous savez courir, vous allez aller courir où ? Et donc, l'idée, c'était d'offrir un beau guide avec, alors 60 courses, c'est forcément, ça manque totalement d'objectivité, c'est pas du tout les 60 plus belles courses du monde, ça n'aurait pas de sens, surtout parce que d'abord je les ai pas toutes courues. Bon, on va pas se mentir, j'en ai quand même couru beaucoup là-dedans, mais pas les 60. Mais non, après je me suis servi aujourd'hui des réseaux sociaux pour faire des sondages, demander aux gens quelle était leur plus belle course, et souvent derrière, après, pourquoi ? Et c'est très intéressant, parce que chacun a sa notion. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot belle ? Enfin, donc c'était très rigolo d'aller gratter un peu derrière, parce qu'il y avait aussi pas mal de contraintes. Je voulais que ce soit des courses où il y ait à chaque fois, entre guillemets, un petit format pour que ça reste accessible. Mais voilà, non, je suis très contente du résultat en tous les cas. Oui, parce que moi, je me demandais, j'allais te poser la question, est-ce que tu as couru toutes ces courses ? Puisque non. Je vais quand même rappeler aux auditeurs que tu as fait 7 marathons sur 7 continents. Et donc, tu fais partie de ce club fermé des Seven Continents Club. Tu as également été la première femme à recevoir le Grand Slam. Oui, à faire le Grand Slam, ouais. Ça, oui. Tu peux expliquer ? Oui, parce que c'est peu connu en France, en fait, c'est surtout ça. Le principe, c'est que donc il y a un organisme qui fait des courses dans les grands déserts du monde. Et donc, tu as la possibilité, tous les 2 ans, ils le font, de courir 4 courses dans 4 grands déserts du monde, de 250 km donc, à chaque fois. Et les déserts ont été choisis pour leurs particularités. Donc, Atacama, Gobi, le Sahara. J'ai eu la chance de courir en Égypte il y a quelques années, avant que ça devienne un peu compliqué. Et l'Antarctique, donc, puisque c'était le désert froid. Donc, chaque désert a sa particularité. Et donc, voilà, tu enchaînes ça en une année. Et c'est vrai que c'est assez particulier. C'est juste bluffant pour moi. Mais mais bon, voilà. Mais c'était faire le Grand Slam. Et ouais, j'étais là. Alors, c'est très drôle. Tiens, un truc, juste une anecdote, parce que c'est très parlant du monde du journalisme, justement. Oui. J'ai donc été la première Française à le faire. Mais j'ai été la première Française aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de Français avant. Et dans la tête des gens, quand tu dis la première Française, à aucun moment on envisage presque qu'il n'y ait pas eu d'homme avant. Ah oui, et quand il y a un Français qui l'a fait, Christophe a dû le faire 4 ou 6 ans après moi, je crois. Et ben on recevait des communiqués et tout le monde parlait du premier Français et tout, et personne n'envisageait qu'il ait pu y avoir une femme à le faire avant lui. Et personne ne le disait non plus. Et personne ne le disait non plus. Donc d'ailleurs, il a eu le droit à un message de ta part. De ma part, et on est devenus amis maintenant, mais il le corrige maintenant systématiquement pour rappeler qu'il y a eu quelqu'un avant.
Tu peux nous expliquer comment tu es devenue une runneuse qui court 250 km dans le désert, des marathons partout? Alors, tu cours depuis longtemps? Oui, alors non, oui, justement. Donc, c'est ça, en fait, aussi qui a fait que mon histoire a beaucoup plu et que beaucoup de femmes s'y sont reconnues. C'est que, bon, déjà, j'étais dispensée de sport au lycée. J'ai pas passé le sport au bac, déjà. J'ai des problèmes c'est médical. Donc, vraiment, non, pas du tout sportive. Et en fait, il y a eu, je pense, un événement, si on peut dire ça, qui a fait qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais faire un truc pour moi, un truc fou. Et ce truc fou, c'était, je vais aller courir le marathon de New York. Et tu avais quel âge à peu près? 35 ans. J'avais 4 enfants, j'étais maman d'une famille qui aujourd'hui on juge nombreuse et tout. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est venu. Là, il faudrait vraiment un jour quand même que j'aille voir un psy, l'hypnose ou un truc. Je pense que c'est un cumul de peut-être de petits événements, de petites choses qui se mettent des petits tiroirs. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est ce truc-là qui est sorti. Je voulais aller courir le marathon de New York. Ça aurait pu être sauter en parachute, ça aurait pu être faire le Mont Blanc ou le Kilimanjaro. Oui, c'est fou parce mais que non, mais sur ton blog, ça n'a pas de sens. Sur ton blog, tu expliques que tu n'étais pas destinée à courir, d'autant que tu as eu de graves problèmes de scoliose et que tu écris sur ton blog si une fille tordue, nulle en sport, a réussi, aucune raison que les autres n'y arrivent pas. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais en plus, surtout que j'ai toujours ma scoliose, donc j'ai toujours très mal au dos. Donc, non, il y a vraiment... je pense que c'est ça. Tu as des gens qui ont semé des petites graines, certainement, quelque part et tout, et qui ont fait qu'un jour, ça a poussé. Il y a eu un jour un besoin, je crois... alors là, ça va être très Psychologie Magazine, ce que je vais sortir. Mais je pense qu'il y a eu ce moment où, justement, le fait que j'avais ce sentiment que depuis toujours, j'étais ou la fille de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, ou l'épouse de quelqu'un. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie, ou l'employé de quelqu'un, parce que ça marche aussi pour le travail. Hein. Et je crois qu'il y a eu ce moment où j'ai eu envie de faire un truc fou que pour moi. C'est-à-dire de redevenir Cécile... Enfin, peut-être même pas de redevenir, d'ailleurs, d'être, je pense, Cécile tout court. Et il me fallait un truc fou. Et ça a été ce foutu marathon, que j'ai couru d'ailleurs. Mais j'ai vraiment commencé à courir, aller faire 5 minutes, avoir un point de côté, revenir en me disant, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et ça a été un peu la galère au début, ça n'a pas du tout été inné, on peut pas dire. J'en ai bavé. Et puis c'est venu au fur et à mesure. Et tu penses que la danse classique que tu pratiquais enfant t'a appris le goût de l'effort parce que... Alors, je dirais même plus que ça. Pas le goût de l'effort, le goût... le goût, non, peut-être pas le goût. La douleur. Ah oui. L'acceptation de la douleur. Parce que s'il y a quand même un sport, une activité physique, alors pas quand on est petite fille et qu'on a son joli petit tutu et machin, mais à partir du moment où tu commences les pointes, surtout que moi je suis donc d'une certaine génération, où on n'avait pas... Parce que maintenant, elles ont des petits coussinets en gel que tu peux mettre dans les pointes. Alors, c'est pas que ce soit plus agréable, mais enfin, ça doit quand même amortir un peu. C'est de la douleur. Enfin, quand on y réfléchit, la danse classique, les grands écarts, les trucs, on avait quand même un exercice pour se préparer au grand écart qui s'appelait le supplice. Enfin, ça porte bien son nom quand même. On voit tout de suite de quoi on parle. Et tout. Et je pense que c'est ça. Le fait je souffre tout le temps. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est qu'une journée sans douleur. Avec mon dos, c'est vraiment ça. Le seul sport que je faisais, la seule activité physique, parce que j'ai jamais non plus, je suis pas rentrée à l'Opéra de Paris, il y avait de la souffrance dedans. Et donc, du coup, je pense que ce côté-là a fait que quand j'ai commencé à courir et à monter un peu sur des distances, le fait que la douleur allait arriver, ça faisait partie du game. Je me suis jamais... ça m'a pas effrayée. Il y avait déjà un niveau d'acceptation de douleur, je pense, qui a expliqué beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que cela t'apporte d'autre, à part la douleur? Le fait que je reprends le contrôle de mon corps. Et ça a vraiment été ça. Je pense qu'il y a vraiment eu ce début. Au début, c'était ça. C'était complètement thérapeutique. Je déteste mon corps. Mon corps n'est que souffrance. Finalement, ne m'a apporté que de la douleur. Vraiment, Pierre, si tu rajoutes l'endométriose, je ne te raconte même pas. Donc vraiment, pour moi, ce corps ne m'a pratiquement rien apporté de positif. Dans mon esprit en tous les cas. Et là, pendant ces moments-là, c'est moi qui décidais. Et je reprenais le dessus là-dessus. Et je disais, j'en ai rien à foutre, tu me feras mal, tu me feras tout ce que tu veux, mais j'ai décidé qu'on irait au bout de ces 250 bornes et tu vas y aller contraint ou forcé. C'est très bizarre ce que je suis en train de raconter, je pense. En m'entendre, je me dis que je suis folle. mais il y a vraiment de ça. C'était très, très clairement thérapeutique. Les seuls moments où j'ai eu un sentiment que mon corps m'apportait un truc positif, c'est mes enfants, finalement.
vraiment. Il n'y a pas de... C'est des moments qui ont été pour moi de miracle. C'est pour ça qu'il y en a eu 4, je pense, aussi. Et sinon, c'était ça. C'était je m'en fous, tu vas y aller. Parce que sinon, il te faisait souffrir. Donc, c'était pas lié à ton apparence physique, ça, c'est autre chose. Après, j'aime pas mon corps, mais enfin, je pense que... j'aime pas des trucs, mais bon, c'est la base de tout le monde. Enfin, il y en a peut-être qui adorent leur corps, et franchement, super, elles ont beaucoup de chance. Tu dis aussi que ça t'a permis de découvrir le monde, oui. courir, et tu as rencontré des femmes et des hommes d'autres cultures. Oui. Est-ce que tu as aussi découvert d'autres visions du rapport au corps, à l'apparence physique, à la beauté ? Oui, ça déjà, très vite. Alors, c'est pareil, ça va paraître assez caricatural, mais c'est quand même une réalité. Donc le fait, alors il faut quand même un peu expliquer le principe, surtout des courses, là, des ultras que je fais, où il y a le côté sportif, course à pied, très bien, mais il y a aussi le côté, on vit ensemble pendant 7 jours sur un camp, dans des tentes relativement précaires. Il y a une proximité, une intimité qui va se créer avec tes voisins et voisines de tente en une fraction de seconde, ce qui n'est pas forcément non plus courant, parce que tu peux aller au camping au flot bleu, mais tout le monde ne dort pas dans la même tente. Oui. Alors que là, si. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc déjà, tu te rends très vite compte de la réalité de la pudeur des Asiatiques, des femmes asiatiques et tout, dont tu verras pas 1 cm² de peau, même pas machin. Des Germaniques qui, elles, se foutent à poil sans aucun problème. Et voilà. Donc, ce genre de choses, c'est très drôle. Et ça vaut aussi pour les hommes. Alors, les hommes sont très clairement beaucoup moins pudiques, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, faut faire avec. Moi, j'ai eu un peu de mal. Je cours pas en brassière, par exemple. Ça ne me met pas à l'esprit. Donc, mais là, à un moment, tu vas pas passer une semaine sans avoir à enlever ton t-shirt et il faut te changer et tout. Oui. C'est assez bizarre. Mais quand on court des longues distances, où le corps est mis à rude épreuve, on ne se soucie pas de son apparence physique. Non, clairement. De toute façon, déjà, il y a un moment où on va... Enfin, ça, c'est ce qu'il y a de pas mal. C'est qu'on est tous sales. Parce que, c'est des camps assez rudes. Il n'y a pas de douches qui sont montées généralement le soir. Donc, si on se rince, c'est à la gourde avec un demi-verre d'eau. Donc, on va avoir les cheveux sales. On n'est pas maquillé, on n'est pas machin. Le matin, tu te lèves, tu ne vas pas mettre de denticerne. Enfin, j'ai vu des très, très rares exceptions de filles, Gloria, je t'embrasse, qui mettaient du mascara tous les matins, qui sont capables de trimballer des trucs comme ça. Moi, jamais. Donc, puis, ça reste des exceptions. Donc, oui, on peut plus tricher, quoi. Et ça fait du bien, non ? Oui, après, oui. J'imagine que oui, c'est très relaxant, ouais. Est-ce que tu penses que ça aide à avoir une image de son corps davantage positive, à se sentir moins dépendante du regard des autres, ces conditions ? Oui, clairement. Surtout qu'en plus, c'est ça, on vit tous ensemble, donc tu n'as plus de barrière. Donc ça, oui, au niveau de l'acceptation, tu n'as plus le choix, en fait. Tu es baigné là-dedans. Alors, je ne vais pas dire que je le conseille, il faut quand même calmer, parce que ça reste quand même 250 km. Oui. Mais il y a ça, il y a aussi ce côté... où justement, on va souffrir, on va avoir des choses, on a des pieds dans un sale état... C'est assez rigolo. Ça fait sauter... Alors, c'est pas sauter des barrières, mais un peu quand même... c'est une vraie thérapie. Hein. Thérapie. Et alors, finalement, c'est un plaisir pour toi de courir ou c'est plus l'adrénaline de la compétition qui te pousse ? Alors, non, je suis pas du tout compétitrice. Moi, c'est bien ça mon problème, d'ailleurs. Non, moi, ce qui m'a vraiment intéressée là-dedans, et qui continue à m'intéresser, c'est vraiment la découverte et c'est les voyages. Et ça, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui me suivent depuis beaucoup d'années, ont projeté quelque chose sur moi et ne comprennent pas, en fait, n'ont toujours pas compris. Je cours pas pour courir, j'en ai rien à faire, en fait. Je suis pas du tout accro à la course à pied. Je peux très bien passer 1 mois sans courir, ça ne me manque absolument pas. Je suis pas du tout bigorexique, je suis pas machin. La course à pied est un prétexte au voyage. C'est très bête, mais je vais donner un exemple très concret. J'ai fait une course au Burkina Faso, qui reste une des plus belles courses que j'ai pu faire dans mon top 5. Parce que j'arrivais dans les villages, vraiment perdue, un truc, avec mon sac à dos en marchant en réalité, ou en trottinant. À partir du moment où je rentrais dans un village, je marchais. Par principe, je refusais de traverser un village en courant. Je ne voulais pas donner le sentiment que je traverse et que je ne les regarde pas et tout. Pour que donner la possibilité et le sentiment aux gens qui pouvaient venir me voir et me parler.
Mais ça a été complètement dingue. Enfin, j'ai vécu des trucs complètement fous, d'aller à la rencontre des femmes qui venaient me voir, qui venaient discuter avec moi, qui me demandaient d'où je venais, où j'allais. Parce que généralement, on te demande toujours, tu vas où ? Et moi, on t'explique un peu vaguement, parce que toi-même, tu sais pas trop. Et tu viens d'où ? Alors là, généralement, on te regarde. Et alors, même en Afrique, où pourtant on te dit, les gens marchent 30 km, ça n'empêche que ça les impressionnait quand même assez... Enfin, ça les questionnait, peut-être pas les impressionnait. On va remettre à... Donc j'ai vécu des choses comme ça. Et c'est ça, pour moi, le miracle de ce sport-là, dans ces conditions-là. Et que tu raconteras peut-être dans un autre livre. Voilà, exactement, dans le volume 2. Voilà. Alors, beaucoup de femmes et d'hommes courent, certes, pour être en forme, mais on ne va pas se le cacher, aussi pour améliorer leur silhouette, perdre du poids. Est-ce que ça a pu jouer pour toi ? Alors, pas pour te mettre à la course, mais peut-être dans des moments de baisse de motivation ou après tes grossesses ? Alors, non, parce que moi, vraiment, j'ai commencé à courir. Mes enfants étaient nés. J'ai pas eu ce côté... comment je vais tenir pendant ma grossesse sans courir ou quoi que ce soit, parce que je faisais vraiment pas de sport quand j'étais enceinte. Donc j'ai pas eu ce côté-là. Ça veut pas dire que je m'en foutais de pas récupérer mon poids, mais j'ai fait à l'époque, moi je faisais du sport à la maison, des vidéos. Cindy Crawford était ma meilleure amie. Mais je me rappelle de c'était des cassettes vidéo. Les cassettes vidéo, j'ai eu la VHS de Cindy Crawford. Absolument. Mais ça m'a sauvé la vie parce que mon numéro 2 et mon numéro 3 ont 11 mois d'écart. Donc, tant de dire que j'avais pas vraiment le temps d'aller... et Alex avait 6 ans, donc pas le temps d'aller à la salle de sport. Et donc, heureusement, ça m'a sauvé, je pouvais faire ça à la maison. Donc, non, ça n'a pas joué. Et alors, assez paradoxalement, en plus... Clairement, quand j'ai commencé à courir, et donc à beaucoup courir, parce qu'il y a vraiment une époque où je courais énormément, évidemment, j'ai perdu du poids. J'ai décollé complètement. Vraiment, quoi. Et je ne me suis pas vue maigrir. Et vraiment, je ne me suis pas vue aussi mince, voire maigre que j'étais. Et c'est aujourd'hui, quand je ressors des photos, parce qu'on me demande « T'as des photos du machin ?» et que je ressors des photos de cette époque, que je dis « Mais c'est pas possible. » Je ne me reconnais pas, en réalité. Et j'avais perdu toute ma poitrine et tout. C'est drôle parce qu'on a eu la discussion avec ma fille il y a 10 jours. On discutait par rapport à ça et elle me disait, mais pour moi, quand j'étais petite, quand on allait à la piscine ou un truc comme ça, t'avais pas de sang. C'était... Alors que j'en ai aujourd'hui et que j'ai le sentiment surtout d'en avoir toujours eu. Oui. Et j'ai vraiment eu ce moment où je ne me suis pas vue aussi mince et aussi maigre. C'était pas le but. Après, c'est vrai que c'est... par contre, il y a un gros problème et il faut quand même être très lucide. C'est que plus tu es mince, plus tu es légère, plus tu cours vite. Et donc, s'il y a autant d'anorexie chez les élites féminines, c'est pas par hasard. Donc, à partir du moment où tu reprends du poids, ce qui a été mon cas, parce que, plus de 50 ans, ménopause, préménopause, machin, truc, tu perds au niveau du chrono, tu payes immédiatement et c'est compliqué à vivre. Et en même temps, tu disais, tu cours pas pour la compétition. Non, je cours pas pour la compétition, mais... parce que d'abord, je gagne rien. J'ai jamais gagné le marathon de Paris, ça, j'en suis quand même lucide. Oui. Mais le fait d'avoir quand même finalement des références, de savoir que tu valais, entre guillemets, tant sur marathon et tout, et que tu vois qu'aujourd'hui, tu es à des années-lumière de ça, c'est compliqué de garder la motivation. C'est assez bizarre. En fait, il faut l'accepter. Et c'est un travail à faire. Quand même, qui est une réalité. C'est pas de la compétition parce que pour moi, la compétition quand même reste vis-à-vis des autres aussi. Il faut que tu dépasses. Ça, j'ai jamais été dans la notion de faut que je dépasse la fille qui est devant moi. Si j'y arrive, tant mieux. C'est un hasard, quoi. C'est que c'est elle qui ralentit, pas moi qui ai accéléré. En réalité, ça va plutôt être dans cet ordre-là. Mais c'est plus par rapport à la compétition, c'est par rapport à moi et de voir que tout ce que je faisais et que j'avais le sentiment en plus de faire facilement, sans avoir fait beaucoup d'efforts. Et là, maintenant, c'est plus le cas, donc... Oui, parce que quand je t'ai rappelé, justement, c'est ce que tu as dit, c'est que et c'est pour ça aussi qu'on se parle aujourd'hui, c'est que tu as réalisé que tu subissais la ménopause et que tu l'avais prise en pleine figure. Ah, mais complètement. Et que tu pensais être protégée du fait de ton hygiène de vie. Complètement, exactement. Ah oui, non, moi, je m'étais dit, ça m'arrivera pas. Non, il n'y a pas de raison. Je cours énormément, je ne vais pas avoir de cellulite. C'est réservé aux filles qui ne courent pas, qui ne vont pas de sport. Je t'en foutrais, oui. Donc, non, mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Et puis, de toute façon, il y a un impact. Le sommeil, le machin, tous les trucs. Alors, c'est très drôle parce que, donc, comme je suis journaliste, j'écrivais sur le sujet. Donc, en plus, j'avais bien potassé. Oui. L'information, je l'avais, il n'y a pas de doute.
Et j'ai vraiment cru que j'y passerais pas, quoi. Enfin, que moi, ça se passerait comme une lettre à la poste. Et pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez... Et tu l'as réalisé quand j'ai réalisé... en fait, je l'ai réalisé parce que ça a mis du temps. Mais ça a commencé avec le sommeil. Ça a été le sommeil, moi, chez moi, qui a eu un premier truc où j'enchaînais les insomnies. Et puis, alors, de tout ça, c'est toujours le même truc. Une insomnie à 20 ans, c'est l'époque où on sortait en boîte et au coin. Et puis... qu'on mangeait des huîtres à l'Alsace le matin puis qu'on allait bosser après, oui, ça déjà tu fais plus. Si tu le fais, mais tu mets 3 jours à t'en remettre. Donc là c'était pareil, j'avais beaucoup de problèmes, un sommeil qui était de moins en moins bonne qualité. Et puis après, il y a eu vraiment l'apparition, c'est très bête, ça fait très bête à dire, mais l'apparition de la cellulite sur les cuisses. Et ce sentiment, alors j'en ai pas des tonnes et tout, mais de sentiment de voir la nature de sa peau qui change sans que tu fasses... sans que tu fasses rien ou sans que tu n'aies rien changé à tes habitudes. Oui. Et surtout que j'en ai vraiment, pour le coup, j'en avais pas non plus avant de courir, j'en ai vraiment jamais eu. Bon, je m'étais dit, j'ai pas une nature à ça et tout. Et puis là, paf, là tu dis, mais c'est quoi ce truc sur les jambes Tu te mets de la crème hydratante là, le matin, tu dis, oh, bizarre. Donc il y a eu ça. Et puis, oui, après, c'est la nature de la peau, mais ça, tu t'y attends plus. Enfin, tu sais bien que de toute façon, à un moment, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais vraiment, ça a été cet élément-là. Et puis après, la prise de poids, de toute façon. Alors que tu continues de courir. Alors que je continue à courir et que donc, on peut dire que j'ai une activité physique supérieure à la moyenne des femmes ou même des hommes d'ailleurs, voilà. Donc combien de fois par semaine c'est 3 à 4 fois par semaine, facilement et tout, donc plus avec des courses. Ma dernière course faisait 50 km, donc il y a 3 semaines. Donc voilà, je continue à faire des choses comme ça. Et pourtant, ton corps change. Et ton corps change, quoi. La prise de, un peu le ventre qui déjà était pas. Moi, j'ai jamais été la nana avec les 6-packs là, jamais eu. Même à l'époque où j'étais très mince, très maigre, il n'y a jamais eu ça. Voilà. Donc c'est pas un sujet dont on parle avec les autres runneuses. Parce que ça te paraissait important justement d'en parler. Non, oui, on en parle. Ouais. Enfin, avec les copines, je suis pas la seule à avoir constaté ça et à le vivre plus ou moins bien. C'était les discussions. J'ai eu la discussion justement avec une copine il n'y a pas très longtemps qui me disait avant, je faisais une prépa marathon, je décollais au niveau du poids. À la rigueur, on fait souvent un peu le yo-yo dans ce type de sport parce que tu as quand même ces moments où on va faire une coupure et par la force des choses, tu reprends un peu et tout. Mais ce poids-là, paf, tu refais une prépa marathon, il disparaissait, quoi. Avant, il y avait même pas une question d'effort alimentaire à faire. Juste de refaire ces séances, paf, ça faisait décoller, quoi. Et là, ça ne décolle plus. Et donc là, tu te dis, oh là là, va falloir tomber dans des contraintes alimentaires que tu n'as pas forcément envie. Oui. Tu as le sentiment de te dire, attends, ça va, quoi. J'ai plus de 50 ans, quoi. Pas manger du quinoa tous les jours. Oui, d'autant qu'en plus, on sait bien que la restriction alimentaire, ça ne favorise pas forcément la perte de poids durablement. Mais c'est ça, donc ça favorise voilà. le yo-yo. Donc, exactement. Et donc, c'est toute une remise en question presque d'un équilibre qui s'était créé et qui s'est déséquilibré sans que tu fasses rien. C'est le fait que tu n'es pas... t'es pas à l'origine de ce déséquilibre qui se fait. C'est juste ton âge et tes hormones sur lesquelles, oui, tu peux jouer, tu peux machin, mais j'ai pas envie de jouer avec chimiquement parlant. Oui. Donc, c'est compliqué, hein. Oui, d'autant que tu disais tout à l'heure que en fait, ce qui t'a plu et ce qui fait peut-être que tu cours et que tu es une runneuse vraiment motivée, c'est le contrôle sur ton corps. Donc là, pour le coup, tu as l'impression que ton corps complètement. t'échappe. Il a repris le dessus. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Il va falloir lâcher prise. Pour l'instant, j'ai du mal. Le projet de la bonne résolution 2024, pour l'instant, on est fin 2023. C'est toujours pas au point. En tout cas, tu cours différemment, peut-être. Ah oui. Moins. En fait, le problème, c'est que ça a engendré une perte de motivation, en réalité, quoi. Et pour l'instant, je n'ai pas retrouvé. Donc, ça va peut-être revenir, ou peut-être que ça ne reviendra pas. Je pense que là, il y a vraiment cette espèce de transition
Je vois, j'en discute vraiment parce que c'est des discussions que j'ai, puis j'ai tout un groupe de copines, on a toutes la même problématique. Se dire, est-ce que c'est pas le moment justement de revoir les fondamentaux, de faire des choses que je ne faisais pas avant, d'aller vraiment faire du renforcement musculaire de façon plus sérieuse que quand j'ai le temps, de commencer aussi à faire du yoga de façon, yoga, pilates, des activités comme ça, de façon beaucoup plus régulière et pas uniquement quand j'ai vraiment trop mal au dos. Parce que là, je suis en train de me dire, là, je prépare mon futur et j'espère mes 30, 40 prochaines années. Oui, j'espère. Minimum. J'ai très envie de faire de la rando itinérante. J'ai très envie de faire des choses qui vont me demander de développer, on va dire, d'autres capacités que je me sens aujourd'hui capable de faire parce que justement, toutes ces courses que j'ai pu faire, qui m'ont permis de me découvrir, de me rendre compte que je peux être en autonomie parce que je suis bien capable d'être toute seule dans le désert, en plein désert, toute une nuit. Donc, je vais peut-être réussir à faire les contamines Megève en randonnée dans la journée. Voilà, c'est un peu... En fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire, c'est bon, je pouvais avoir des blocages sur certaines choses. Là, maintenant, il y a eu une prise de confiance qui fait que j'ai très envie d'aller faire des randonnées, j'ai très envie d'aller... et il ne faut pas non plus que je tarde trop. Je suis comme beaucoup, j'ai très envie de faire Saint-Jacques. Surtout que maintenant, les enfants sont partis, je vais pouvoir me barrer... plus souvent, de faire ce genre de choses. Et là, il va falloir, ça entraîne autonomie, donc des sacs à dos un peu lourds. Donc, il va falloir faire du renforcement parce que j'ai vraiment le dos qui continue de t'ennuyer. De toute façon, oui. C'est pas parce que j'ai fait de la course à pied, ça n'a absolument pas réglé mon problème de dos. Est-ce que ça l'a aggravé ? Non, mais selon le médecin, ça ralentit les dégringolades. Et j'aimerais bien pouvoir aller faire 2-3 jolies choses. Tu vois... je suis jamais allée courir au Népal, par exemple, qui est le dernier endroit que... Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu envie d'aller courir au Népal. J'ai envie d'aller randonner au Népal. J'ai envie de faire du trekking. J'ai envie de partir 3 semaines, faire les Annapurna. Voilà. Mais ça engendre d'avoir un sac un peu lourd et tout. Et donc ça, voilà. C'est un autre type de préparation. C'est complètement, exactement, l'altitude et tout. Ce sera sûrement un peu plus facile pour moi parce que justement j'ai l'endurance, que j'ai la connaissance. Mais c'est plus des projets comme ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, Alors tout à l'heure on parlait de la course, notamment des longues distances qui ont un impact sur le corps et qui font mincir. Oui. Et c'est également pour ça que je t'avais appelé en me disant c'est sûr que Cécile connaît des runneuses qui se sont creusées au niveau des joues et qui ont fait des injections. Oui. Et pas autant que ça en fait, c'est paradoxal. Enfin, ou alors en tous les cas, ou alors c'est vraiment encore plus un sujet tabou chez les runneuses. Après, oui, en réalité, ce que j'ai clairement vu et observé, c'est ce qu'on disait, c'est la poitrine. Oui. Je pense que oui, j'ai des copines ou des femmes que je connais, que je suis, qui sont passées en un mois de temps d'un 80A à un 90B, C. Donc tu te dis, je veux bien, mais il s'est passé un truc. Et ce sera plus pour la poitrine. Parce que finalement, je pense que ce côté, la maigreur va avec la performance, t'assumes peut-être aussi un peu d'être creusée et tout, parce que ça sous-entend que t'es performante. Je ne sais pas, il faudrait gratter un peu. Mais je crois qu'on n'est pas autant que ça. Enfin, dans les filles que je fréquente, en tous les cas, si elles le font, elles ne l'assument absolument pas. C'est pas du tout des sujets que j'ai entendus évoquer au coin du feu de bois. Tu me racontais que tu avais été jeune fille au père chez un chirurgien esthétique. Par contre, ouais. Alors ça, c'est très drôle. Ouais. Ça, j'imagine que c'est un sujet que tu as abordé en famille. Oui. Et ça, c'était assez étonnant. Ça a fait partie des trucs parce que, justement, donc c'est ce que je te disais, mon corps ne me plaît pas depuis toujours. Et me plaît pas pour certaines choses qui pourraient être corrigées par la chirurgie esthétique. Mais peut-être le fait justement d'avoir vécu un peu trop et d'avoir aussi entendu ce chirurgien sans tabou à la maison qui parlait à table d'une façon pas très très agréable de ses patientes, parce que c'est un peu souvent le cas, c'est-à-dire que je pense que j'ai eu plus le côté salle de garde comme on peut avoir que le discours qu'il devait tenir à ses patientes, que je dirais même clientes, dans son cabinet.
Ça m'a refroidi quand même. C'est ça qui est assez paradoxal, parce que c'était quelqu'un qui était très réputé et qui, sur le principe, j'avais son adresse et il m'aurait peut-être même fait un prix, Oui. sait-on jamais. Et il faisait des choses absolument incroyables. Donc, justement, je les ai vus, le résultat. Donc, j'aurais pu. Et tu y pensais pourquoi? Alors, si ce n'est juste, pas non, indiscret. pas du tout. Non, parce que je parle. Mon nez, vraiment, je déteste mon nez. Et donc, j'aurais pu. Ça aussi, c'était un truc. Alors, il y a eu le fait d'être chez lui. Il y a eu le fait aussi de ces émissions sur la chirurgie esthétique américaine et tout qui sont apparues, où tout d'un coup, tu réalisais ce que c'était réellement une opération. Et moi, l'idée que finalement, un mec attaque mon nez au burin, voilà, ça m'a quand même bien refroidi, j'avoue. Mon ventre, donc, m'a toujours posé un problème. Et j'avoue que, encore plus quand tu es sportif, parce que justement, le fait que je ne cours pas en brassière, c'est parce qu'il est hors de question que je dégage cette zone-là de mon corps. Et je me dis qu'après tout, une hypoaspiration, un machin. Là, j'ai vu un truc apparemment. Il y a une influence, enfin c'est plus qu'une influenceuse d'ailleurs, du fitness, qui fait en ce moment pas mal de vidéos où elle débriefe en fait les triches. J'ai découvert plein de choses avec elle, les nouvelles opérations où en fait on peut vraiment te créer le six-pack de tes rêves. Sûr. Oui, avec, les injections de lipofilling au bon endroit. Exactement. Oui, non mais alors j'avoue que je savais pas, tu vois. Enfin pour moi je pensais l'hypoaspiration, t'enlèves un peu, tu creuses, mais ou la cryo. Alors la cryolipolyse, oui, ça c'est. La cryolipolyse, j'avoue que. C'est-à-dire que ça a quand même été suffisamment un truc pour que j'ai pris un rendez-vous. Ah oui, et t'y allais? Non, justement, j'ai finalement annulé. Qu'est-ce qui t'a retenu? Eh ben, je sais pas. Le côté, ça me fiche la trouille quand même. En fait, le problème aussi, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué. Je suis issue d'un monde médical. Mon père est médecin. Et donc, les repas entre amis, les repas de famille, tous les copains médecins, il avait des copains qui ont à peu près toutes les spécialités médicales et tout. Et tout ce monde-là, quand ça se réunit, ça ne parle jamais des bonnes choses. Ça ne va parler que des ratés, des trucs. Donc, tu entends ça à longueur de journée. Quand j'ai été chez le chirurgien aussi, quand j'avais machin, t'avais des chirurgiens qui étaient là et ça pouvait parler aussi des ratés parce qu'ils récupéraient une patiente. Et tout ça, je te parle d'une époque où on n'allait pas se faire opérer encore en Tunisie ou en Turquie et que donc c'était juste des retours à la rigueur de chirurgie en France, quoi. Oui, bien sûr. Et ça n'empêche qu'il y en avait. Donc c'est vrai que j'avoue que c'est ça qui me fiche la trouille. Les complications possibles. Les complications et de me dire, bon, très bien. Est-ce que ça en vaut la peine derrière d'avoir un truc encore plus raté? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et oui, c'est vraiment ça qui me freine, ce qui est complètement idiot parce que, enfin, si on part comme ça, il y a des ratés avec une appendicite et puis quand oui, mais c'est toujours le tabou sur la chirurgie esthétique. Oui. Parce que voilà, c'est quelque chose que tu fais pour ton corps, pour ton apparence et c'est jugé futile. Et c'est complètement. Et c'est vraiment ça. Et peut-être dans ta famille, peut-être que c'est quelque chose qui est futile ou est-ce qu'il y a dans ton entourage? Oui, non. Alors, comme je pense que ma mère n'écoutera pas ce podcast, tout va bien. Donc, maman a eu un cancer du sein et donc s'est fait reconstruire. Et s'est fait reconstruire à plus de 70 ans. Et ça, j'ai pas du tout compris. Oui, qu'est-ce qui t'a étonné en fait? Eh bien, de le faire à plus de 70 ans. Et de prendre le risque de retourner sur une table d'opération. Parce que là, on est c'est de la reconstruction. On n'est pas, c'est autre chose. C'est une autre type de chirurgie quand même. Donc, pour développer quand même un peu, voilà, on est porteuse du gène. J'ai moi-même été, j'ai pas eu l'opération que maman a eue et tout, mais il y a eu ces moments où tu as le doute et tu te dis, ça va peut-être vraiment finir et on va m'enlever les 2 seins et on n'en parlera plus. Et donc, il y a eu cette réflexion de ma part de me dire, qu'est-ce que je fais si demain, le résultat chez le médecin, c'est qu'il va falloir enlever. Qu'est-ce que je fais derrière? Je voulais avoir réfléchi à ça de façon sereine, entre guillemets, mais au calme. Pas dans ce côté un peu urgence de il faut prendre une décision, vous passez sur la table et tout. Et moi, je m'étais toujours dit, si ça m'arrive, je ne me fais pas de prothèse, mais je me fais tatouer ma cicatrice, je me fais une espèce de grande guirlande de roses, je ne sais pas trop quoi, mais j'en fais une œuvre d'art. Voilà, c'était ça ma réflexion. Et le fait de voir ma mère pas avoir cette réflexion et faire une reconstruction, et alors que c'était son 2e cancer,
Donc en plus de dire, bon allez c'est bon maintenant, laisse, enfin je sais pas, il faut tourner la page. J'ai un sentiment, en plus, bon on va être très honnête, il se trouve que j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer, donc c'est un sujet que je connais bien. Je sais à quoi ressemble un sein reconstruit après. Donc à un moment, il faut quand même aussi, faut dire les choses. On va pas faire semblant, tourner autour du pot. Un sein reconstruit après une mastectomie, c'est pas du tout un sein à qui on a juste mis une petite prothèse et tout. C'est quand même, il y a de la cicatrice, il y a des trucs comme ça. C'est quand même quelque chose. On ne retrouve évidemment pas de sensibilité. T'as pas ce côté érotique ou machin truc, enfin c'est terminé, tu l'auras pas. C'est purement retrouver une forme. Et j'avoue que j'ai pas compris ma mère pour ça. Tu n'as pas compris qu'elle le fasse pour elle et pas forcément... Bah oui, j'ai pas trop compris le truc. Et de me dire, prendre le risque d'une anesthésie générale, elle en avait eu une où ça s'était mal passé, où elle avait vraiment failli y rester. Des trucs de me dire, t'y retournes pour ça, à plus de 70 ans. On est d'accord, je parle pas d'une jeune femme de 20 ans. Si elle l'avait fait quand elle avait 20 ans, c'était pas du tout la même chose. Je dis, qu'est-ce que tu t'embêtes, quoi. Si une femme de 70 ans peut plus avoir la paix par rapport à ça et à l'image que les gens ont de ce que doit être le corps de la femme, je me suis dit, c'est un peu triste, en fait. Oui, parce que c'est ça. Pour toi, en fait, il y a quand même un âge où on devrait pouvoir plus se soucier du regard des autres. Exactement, quoi. Accepter qu'on va avoir de rides, accepter que, accepter le fait que les seins, qu'on le veuille ou non, au début, ça reste, c'est censé quand même aussi allaiter. Alors c'est vrai que j'ai un rapport à la poitrine un peu particulier, c'est peut-être ça aussi. J'ai pas de mamelons. En réalité, j'ai des mamelons, mais donc je n'ai pas pu allaiter mes enfants. J'ai une malformation. Il se trouve qu'il y a une opération qui existe pour les faire sortir, mais cette opération, de toute façon, ne permet pas d'allaiter derrière. Ça ne règle pas le problème des canaux, machin. Donc, je ne l'ai pas faite, je n'ai pas où était le souci. Donc, c'est vrai que moi, ces seins, en plus, ils étaient là, ils n'ont même pas servi à ça. Et en plus, je vis le fait de, tous les ans, d'avoir ce stress, d'avoir ce contrôle, d'avoir cette échographie qui était peut-être un IRM, le truc, d'avoir une ou deux fois, on est allé nettoyer un peu ce bazar et tout. C'est vrai qu'il y a des moments, quand même, je me suis dit, oula, et si on enlevait tout, qu'on soit tranquille. Donc, c'est peut-être aussi ça qui explique que je n'ai pas compris et que... Mais tu disais qu'elle avait fait aussi d'autres traitements esthétiques. Oui. Alors, elle a fait un petit truc, alors, on ne va pas dire de bêtises, au niveau... du laser, je crois. Oui, du laser, je crois, c'est ça, au niveau des rides au-dessus de la bouche. D'ailleurs, et ça, alors là, ça pourrait m'encourager, parce que ça a franchement très bien marché. Elle n'a pas eu du tout d'effets secondaires, de brûlures, de machin, de trucs. Non, ça a été plutôt pas mal. Et donc, c'est un sujet que vous abordez ensemble, la médecine esthétique? Très peu. Ou... non. Très peu. En fait, on aborde très peu de sujets avec ma mère, ce genre de choses. C'était... je ne sais pas si c'est le fait d'une génération ou des trucs, mais en gros, elle m'en a parlé, je crois que c'était fait. Elle m'en a pas parlé avant. Donc, après, elle ne m'a pas demandé mon avis non plus, puis elle a raison. J'attends pas du tout de ma mère qu'elle me demande et mon avis et mon autorisation pour faire ce qu'elle a envie de faire. Oui. C'est pas du tout le cas. Mais oui, elle a fait ça et ça a bien fonctionné, quoi. En fait, ce qui te gêne, toi, quand tu envisages, tu as annulé le rendez-vous, mais oui, quand tu envisages un traitement esthétique, c'est plutôt par rapport à ta fille, par rapport au discours féministe que tu as pu tenir à ta fille de 25 ans. Est-ce que tu penses que ça brouillerait les valeurs, que ça l'inciterait à y aller C'est ça qui est assez compliqué, c'est que d'un autre côté, on nous tient, et on tient nous-mêmes un discours on doit s'accepter, alors le body positive, le body machin, et d'un autre côté, il reste quand même ce discours je trouve faussement féministe, de dire on fait ça pour nous. Arrêtons, c'est bon, on fait pas ça pour nous. C'est pas vrai, on fait ça parce que les gens nous regardent. Et les gens, généralement, ils sont des hommes. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, faut arrêter. C'est ça qu'en fait qui m'embête énormément là-dedans, c'est que tu as quand même un discours faussement, je fais ça pour moi. Tu ne penses pas que ce soit une liberté d'aller faire comme l'humoriste Noémie Delattre qui passe en ce moment au théâtre pour son spectacle L'Harmonie des gens là. Pour elle, c'est fondamentalement féministe de recourir à la chirurgie esthétique. Toi, tu penses que... Franchement, ouais. Je suis beaucoup moins convaincue. Enlevons l'autre, parce que allons au bout quand même du truc. Enlevons l'autre et demandons-nous si on le ferait toujours.
Est-ce que vraiment un ermite qui vit tout seul dans sa cabane, il a envie qui n'a pas de miroir chez lui, refera faire son nez? C'est ce que j'allais dire. Qui n'a pas de miroir? Parce qu'après, voilà. Non, mais c'est pour ça. Et je me regarde jamais. J'ai pas de miroir en pied chez moi. J'ai pas de truc comme ça. Je me regarde jamais. Je me regarde une fraction de seconde pour te maquiller. Ah, mais très très vite. Et encore, tu vois, tu peux le constater. Je me maquille en plus assez peu. J'ai vraiment du mal à croire ça. Et j'ai suffisamment, justement, discuté, suffisamment dans les années où j'étais à la Ligue contre le cancer, été avec des anciennes malades. Et je suis désolée, mais quand même, c'était quand même très souvent le choix de se faire reconstruire. C'était aussi par rapport à cette trouille que leur mari, leur conjoint, machin, partent. Ouais. Et là, j'ai toujours dit à mon mari, par contre, c'est une discussion qu'on a eue, et moi, je lui ai toujours dit, j'ai dit, mais attends, si tu te barres parce que j'ai plus de seins, ah, mais je t'ouvre la porte et je te fais tes valises, mon chéri. Parce que franchement, il n'y a aucun problème. Casse-toi dans la seconde. Bien sûr. Non, vraiment, parce que il y a un problème. Et je trouve que le discours, c'est compliqué après, c'est ça, de tenir un discours à ma fille en disant, bah oui, féministe, tu dois t'assumer toi et d'aller tout faire corriger derrière. Vous en avez parlé vraiment de la médecine esthétique? Est-ce que c'est elle a 25 ans, c'est plus une... Oui. Alors, peut-être pas aller médecine esthétique, mais ouais, on commence à avoir ce type de discussion par rapport au corps, par rapport à des choses comme ça. On a eu cet échange-là, justement, c'est ça, il n'y a pas très longtemps, par rapport à cette vision, je disais, par rapport à la vision que j'avais de mon corps. Enfin, c'était très drôle. Elle me disait, non, là, ta problématique aujourd'hui, elle n'est pas de te faire refaire ou de te faire enlever machin. Elle dit, il faut que tu t'habilles, il faut que tu trouves ton style de vieille, en gros. C'est-à-dire... qu'il va falloir... Non, mais voilà, il faut que tu ne peux plus t'habiller comme tu t'habillais à 35 ans, ce qui est une réalité. Elle dit, là, la problématique, c'est trouver ta coiffure. Ça, elle a un gros souci, je ne me coiffe pas, je m'attache les cheveux. Je fais une queue de cheval ou avec mon chien, c'est une catastrophe. Elle dit, il faut que tu trouves ton style plus que tu ailles chez le chirurgien esthétique. Ça m'a amusée. C'est drôle, ouais. C'est des sujets que j'abordais pas du tout, moi, ado, ou des choses comme ça, quoi. Avec ta mère? Bah, encore plus avec ma mère. Mais quand tes enfants étaient ados, tu n'as pas parlé? Non. Et puis, quand je pense à mes copines, j'étais quand même pensionnaire. Donc, je passais mon temps avec mes copines. J'ai passé, moi, beaucoup plus de temps avec mes copines qu'avec mes propres parents. J'étais pensionnaire très jeune, donc j'ai grandi, j'ai fait toute mon adolescence avec des amis, avec des filles de ma génération, finalement. Mais vous deviez bien vous comparer, mais parler de l'apparence mais finalement physique. pas. C'est ça qui était assez bizarre. Est-ce que ce soit le fait que je sois tombée sur un groupe de copines, on s'est attiré entre guillemets, le fait qu'on soit assez pudique. Je réfléchissais, là pour le coup c'est une discussion que j'ai eue avec justement ma meilleure amie d'enfance, parce qu'on se connaît depuis que j'ai 12 ans. Je n'ai jamais vu ma meilleure amie en slip, je crois. Ouais. Et on n'était pas du tout le genre, aucune n'était à se balader slip, les seins à l'air dans les couloirs. Bon, après, on était en pension chez les bonnes sœurs, ça aidait peut-être aussi. Mais aucune ne le faisait, vraiment. Oui, à l'époque, on ne faisait pas de selfie. Non, on n'était pas branché sur le corps comme on l'est, vraiment de manière assez... Complètement, quoi. Extrême maintenant, parfois. Oui, je pense. C'était pas... À l'adolescence, justement, tu avais envie de ressembler à qui? Tu t'en souviens ou est-ce que... Ouais, Grace Kelly. Oui. Bon, je suis blonde, faut préciser, pour ceux qui n'auront pas l'image. Ah oui, pour moi, le summum... alors, Grace Kelly, Audrey Hepburn. Ok. Voilà. Donc, c'était pour moi les femmes les plus belles. Et Marie Seznec, qui était la mannequin de Christian Lacroix, qui avait des cheveux gris sublimes. Et je rêvais de ça. Alors, c'est très drôle, parce que je me plains presque, parce que je n'ai pas de cheveux blancs. Ah oui. Et moi, c'était mon gros fantasme. C'est drôle. Oui, surtout que ce n'était pas la mode à l'époque. Mais pas du tout. Et je rêvais, je me disais vivement que j'ai... Parce que je pensais que, comme j'entendais parler des cheveux blancs qui arrivaient à 35-40 ans, là, et qu'il fallait commencer à faire des couleurs. Et donc, je m'imaginais qu'à 40 ans, j'aurais mes cheveux longs, blonds, qui seraient devenus blancs et que je ferais des superbes chignons à la Marie Seznec. Et vraiment, c'était un de mes... Alors là, pour le coup, je dois être à peu près la seule. C'est ma déception, mais pour l'instant, alors si j'ai des cheveux blancs, ça donne l'impression que j'ai des mèches, alors qu'en fait, c'est des cheveux qui blanchissent, mais ça ne veut pas. Et ça, j'avais des images de Marie Seznec.
je découpais. Puis, enfin, je rêvais d'être Marie Seznec et d'être habillée en Christian Lacroix, d'ailleurs. Donc j'imagine qu'aujourd'hui tu ne découpes plus. Non, je découpe plus Vogue. Mais est-ce que tu as maintenant de nouvelles égéries pour toi, enfin de nouvelles idoles. Alors idole, je sais pas. J'ai eu la chance de croiser plusieurs fois Carole Bouquet en vrai, et c'est vrai que tu te dis il y a quand même une injustice. Alors si elle fait de la médecine esthétique, je veux le nom du médecin parce que il fait un travail formidable, ou même de la chirurgie d'ailleurs. Enfin voilà, c'est quelqu'un. En fait, qui a tout, c'est-à-dire que tu la croisais, moi je la croisais sur son lieu de vacances, donc avec ses bottes en caoutchouc parce qu'il pleut et son ciré breton, quoi. Et tu te retournes parce qu'il y a tout cette espèce elle rayonne, enfin, elle a quelque chose. Il y a un charisme, quand on dit le charisme, ça fait partie des personnes. Ça, j'aimerais bien vieillir comme Carole Bouquet, ça je ne cache pas que ça me plairait beaucoup. Ce genre de personnes qui à la fois vieillissent parce qu'on voit très bien qu'elle n'a pas 30 ans non plus. Oui. Je ne vais pas dire qu'elle fait son âge, puisque ce n'est pas le cas. Mais voilà, tu la vois vieillir très doucement, mais elle vieillit quand même. Après, en fait, il n'y a pas de... Les femmes aujourd'hui qui m'inspirent, ce ne sera pas physiquement en réalité. Ouais, c'est toujours le même truc. Aujourd'hui, c'est plus intellectuellement que qu'il y a des femmes où je me dis qui ont quand même apporté quelque chose à la société, qui ont fait quand même vraiment avancer la cause des femmes et tout. C'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir son nom là-dessus, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est sur ton blog, tu disais que tu étais devenue féministe en découvrant que on a empêché les femmes de participer à des courses. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce que d'un autre côté, moi, j'étais une caricature de... Je sais pas qui m'a dit que je suis une Versaillaise punk. Ça me fait très rire. Au moment où j'ai découvert la course à pied, j'étais femme au foyer d'une famille nombreuse. Et je suis bretonne, la totale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, j'ai un côté un peu traditionnel qui est une réalité. Je l'assume complètement. Je suis de la bourgeoisie. J'ai grandi dans la bourgeoisie, mais sans en avoir conscience et tout. En fait, j'étais pas féministe parce que je pensais que ça allait de soi. Alors, je dis toujours en rigolant, je vois pas pourquoi je serais féministe et que j'aurais l'égalité avec les hommes, puisque de toute façon, on aurait supérieur. J'ai pas envie de descendre. Donc, je vois pas où est l'intérêt. Et en réalité, donc j'avais pas à mener de gros combats, puisque d'abord, ces combats-là avaient été menés par nos mères et tout. J'ai le droit de vote, j'ai le droit d'avoir un chéquier et j'ai le droit de travailler. Donc, au moment où je me suis mise en tête de courir le marathon de New York, je n'avais aucune idée du prix. C'est-à-dire que je ne pensais même pas qu'on payait, on payait $10. Je ne savais pas du tout que ça coûtait un rein et tout. Donc, avant de claquer toutes mes économies dans une seule course, je me suis dit, je vais quand même courir un marathon en France pour voir si je survis à 42 km. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Je me suis dit, si c'est pour aller à New York et me retrouver au bout de 25 km à descendre dans le métro et rentrer honteuse, donc voilà. Donc je suis allée courir un marathon en France, à La Rochelle, pour ne pas le citer. Et là, je débarque, et on n'était quasiment pas de femmes, proportionnellement aux hommes. Et je me dis, mais enfin pourquoi ? Je ne comprenais pas en réalité, parce que je ne m'étais jamais penchée sur le sujet. Premier marathon, je découvre que Catherine Switzer a dû se battre pour courir le marathon de Boston. Donc toute cette histoire-là que je ne connaissais absolument pas, je la découvre. En même temps, j'écris un récit de ce premier marathon, que je publie à l'époque donc sur des forums, et je reçois énormément de messages. De femmes qui m'écrivent en me disant « Waouh, c'est génial, je rêve de courir un marathon, mais j'ose pas, parce que... » Et là, je me suis pris une flopée d'arguments. J'ai peur de finir dernière. Ah oui, mais enfin, de toute façon, si tu n'as pas de femme dernière, il y a un homme dernier. Hein, donc, et lui, il y est bien au départ de son marathon. Donc, voilà. Je vais pas réussir à trouver le temps de m'entraîner et tout. J'ai 4 enfants, j'y arrivais. C'était pas simple, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Oui, ça demande des machins, mais j'y arrivais. Et alors, l'argument qui m'a fait sauter au plafond, mon mari m'a dit que j'en étais pas capable. Alors là, j'ai dit, attends, mais c'est quoi cette histoire ? Donc je commence à discuter avec cette personne-là en direct,
en mode, mais ton mari est coach, et tu vois, peut-être qu'il est coach sportif, et que oui, tu as des problèmes physiques qui font qu'il est conscient que, parce qu'à un moment, ça c'est quelque chose qui est quand même important à dire, tout le monde n'est pas capable de courir un marathon. C'est une réalité. J'allais te poser la question. Non, tout à fait. Alors ça, à un moment, c'est bon. Il peut y avoir des limites physiques qui font que c'est pas raisonnable et c'est complètement idiot, et il y a d'autres sports qui seraient nettement plus intéressants. Donc je pensais que c'était ça, c'est-à-dire qu'elle avait un problème de, je ne sais quoi, de tendon et tout. Et pas du tout, le mari, pas plus coach que moi je l'étais. Et non, c'est qu'il pensait qu'elle n'en était pas capable, alors que cette jeune femme était avocate internationale. Incroyable. Et là, je me suis dit, si une nana comme ça, qui a une autonomie financière, qui est brillante au niveau professionnel, attend l'autorisation de son mec pour aller courir un marathon, mais on n'est pas sorti du sable. Enfin, donc... Et c'est là, en fait, que j'ai vrillé et que je me suis bien énervée à la maison, que mon mari m'a dit « Non, mais arrête de m'engueuler, moi, je t'ai laissé les courir. » Oui. J'y suis pour rien, moi, de ton histoire. Et que j'ai lancé donc une communauté parce que l'idée, c'était de dire « Mais venez, les filles, enfin, arrêtez, quoi. » Donc, courir au féminin est né comme ça, quoi. Donc là, ouais, ça m'a vraiment fait devenir, entre guillemets, féministe. Enfin, pas entre guillemets, d'ailleurs. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, le combat n'était pas fini. Oui. Et ce qui est terrible à dire, nous sommes fin 2023. Et quand je continue à lancer des sondages pour pourquoi vous ne courez pas, pourquoi vous ne prenez pas de ça, j'ai les mêmes réponses et donc les combats ne sont pas finis. Voilà. Alors pour en revenir, donc on a parlé de la ménopause que tu as subie en pleine figure. Ouais. Est-ce que ça t'a amené à te soucier plus aujourd'hui, davantage aujourd'hui du regard des autres qu'avant ? Je suis même pas sûre. C'est mon regard à moi. Non, ce qui m'embête le plus, c'est les douleurs, c'est l'arthrose, c'est des trucs comme ça qui font que, là, je peux le dire, parce que ça vient de m'arriver. J'ai dû arrêter un monsieur dans la rue pour qu'il ouvre ma gourde que j'avais trop vissée et que j'ai tellement d'arthrose aujourd'hui dans les mains que je n'arrivais pas à la dévisser. Et ça, là, ça me pose un vrai problème. C'est plus tous ces côtés-là qui sont physiques plus que l'esthétique, oui. Qui vraiment me posent un souci et que je vis mal parce que ça me fait revenir ce côté injustice de notre condition féminine. Je dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a mérité pour... qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce traitement-là Après, je te dis ça parce que, à l'instant T, j'ai la chance au niveau du visage, et ça j'en ai vraiment conscience, que je n'ai pas trop de rides ni quoi que ce soit sans rien faire à ce niveau-là. On refera peut-être le podcast dans 5 ans et quand vraiment tout se sera dégringolé, peut-être pas le même discours du tout. L'esthétique, ouais. Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est un... En réalité, là, aujourd'hui, j'en suis encore à un stade où je fais le calcul de me dire, est-ce que je m'offre pas, avec mes économies, justement, le ventre que j'ai toujours rêvé d'avoir, par exemple, histoire de vivre avec et de me dire, oh, ça fait ça, en fait. Ou est-ce que je m'offre un beau voyage ? Et pour l'instant, c'est encore le voyage qui gagne. C'est vraiment ça. En réalité, la réflexion, elle est là aujourd'hui. C'est de me dire, qu'est-ce que je fais ? Mon livret A, est-ce que je le claque pour un truc ? Et c'est bizarre, hein ? Donc, écoute, on te souhaite de trouver la réponse en 2024. C'est ça va être la grande réflexion de 2024. Mais je pense que vraiment, c'est ça. Si demain matin, tu me disais que j'avais une garantie absolue de résultat à 100%, là, j'avoue que je le ferais. C'est vraiment ça qui me bloque. C'est ce... Il n'y a jamais, mais c'est ça. Mais non, mais bien sûr. C'est et pourtant, en plus, on ne peut même pas dire, c'est pas, t'as 75% de probabilité que ça plante, tu vois, ou là, tu pourrais dire, c'est quand même pas raisonnable et tout. C'est même pas le cas, en plus. Non. Parce que même s'il y a des effets secondaires ou des accidents, quand tu prends un bon praticien, ça reste quand même... ça arrive, mais c'est quand même très, très minime. Donc... Et alors, on sait que le corps de la sportive évolue, comme tu l'as aussi dit dans cet entretien. Est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des cours pour courir après au moment de la ménopause En tous les cas, ça, par contre, c'est une réelle problématique et qui est justement de plus en plus
prise en compte. C'est que oui, là, le problème, c'est qu'il faut vraiment que les coachs aient compris qu'on n'entraîne pas un homme comme on entraîne une femme. On n'entraîne pas, et la femme va avoir tout au long de sa vie des éléments à prendre en compte qui vraiment ont un impact. Donc, ça va être leurs règles pendant une partie, et puis ça va être l'absence de leurs règles pendant une autre partie. Là, j'ai eu un truc au niveau cardiaque. Ah oui. Enfin, j'ai eu il y a eu une conséquence au niveau cardiaque qui s'est vue comme ça, qui m'a complètement affolée, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? J'avais jamais eu de soucis et tout. Je me suis vraiment affolée, électrode fort et tout pour vérifier et tout. Il n'y avait rien, et en réalité, à discuter avec une gynécologue qui est une des plus grandes coureuses de trail au monde aussi, à côté. J'ai appelé Blandine un peu un peu inquiète, en lui disant, mais finalement, est-ce que c'est pas ça ? Et Blandine m'a dit, ben si Cécile, c'est ta préménopause, ne cherche plus. Donc ça, bah oui, mais ça veut dire que le coach doit, quand il te fait un plan, va devoir tenir compte de ces moments en fait hormonaux où ça se casse la figure, enfin d'hypo, d'hyper et tout, et ça a forcément un impact. Donc à la fois j'avais des moments de tachycardie. Dans l'effort, alors on est d'accord, c'est dans l'effort extrême, c'est-à-dire que c'était sur des ultras en montagne où j'avais à la fois à gérer un gros dénivelé, 3000 mètres d'altitude, enfin tous ces trucs-là, mis bout à bout, qui faisaient que ça passait très bien avant, et là, dans ces moments-là de préménopause, ça passait plus, quoi. Donc, il faut faire le dos rond, et apparemment, par contre, je suis assez... Toutes les copines avec qui j'en ai parlé m'ont rassurée. Fais le dos rond, ça va passer. Okay. Donc, c'est le message d'espoir. C'est le message d'espoir, c'est cette espèce de préménopause qui te perturbe, et il faut le temps que le corps retrouve ses marques, et voilà. Bah, ça veut dire que, voilà, au niveau de l'entraînement, il faut en tenir compte par la force des choses, quoi. Et ta prochaine course ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, si, il y en a une de fixée, c'est la seule. J'ai été prise pour le marathon pour tous des JO. À ma grande surprise, parce que voilà, c'était un tirage au sort et comme justement il y a beaucoup de gens qui se roulent par terre pour l'avoir, ce foutu dossard, par principe je vais l'honorer parce que sinon il est perdu. Donc ça m'oblige à retourner sur marathon. Et donc ça fait aussi partie du truc, ça fait longtemps que je n'ai pas couru 42 km sans m'arrêter sur route. Donc il va falloir que je me réentraîne parce que je voudrais bien le vivre. Ouais, j'imagine. Je ne vais pas le gagner, je veux au moins bien le vivre. Donc ça, c'est le seul dossard qui, au jour d'aujourd'hui, est officiellement pris, il y a mon nom et tout. Et là, je vais construire mon année. Et il y en aura d'autres. Mais oui. Non, il va forcément y en avoir d'autres. Là, c'était juste une question de programme aussi à la fois professionnel et tout, de voir où j'allais, des impératifs. Et des impératifs privés aussi, perso, de ne pas me mettre des courses alors qu'il y a des événements familiaux qui vont être importants et que, voilà. Et en fonction de ça, après, je vais construire mon année. Alors, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024 ? Pour 2024, à toi et aux autres runneuses ? Ah bah déjà, plein de dossards, plein de lignes d'arrivée. Déjà pour celles qui courent. Et puis surtout aussi de relativiser, pas de panique, c'est que de la course à pied. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et c'est pas la peine de se stresser pour ça. À toutes les autres, de se dire, oser aussi. À celles qui courent mais qui n'osent pas prendre de dossard parce qu'elles ont peur de ne pas être à leur place. Vous l'êtes. Venez. Il faut qu'on soit visible. Plus les femmes seront visibles, plus les organisateurs tiendront compte de nos particularités. Et nous mettront plus de toilettes au départ et sur les parcours. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Si on n'est pas là, si on ne nous voit pas, ils le feront pas. Donc, il faut qu'on soit visible. Et à toutes les autres, ce que je disais, si une fille tordue qui faisait pas de sport a réussi à courir ce que j'ai fait, vous arriverez à faire la parisienne qui fait 7 km. C'est ça en fait qui est chouette, c'est que beaucoup de femmes viennent me voir maintenant et me disent ça, en me disant si toi tu y arrivais et tu arrives à faire des trucs complètement fous, je vais bien, moi, réussir à faire ma parisienne et mes 7 km. Et voilà. C'est vraiment ça le message que j'essaye de faire passer avec les années. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir partagé avec nous ton expérience de runneuse infatigable et de femme qui assume son âge et ses idées. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux, vraiment, pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant.
Est-ce que vous aussi, la pratique de la course ou d'un autre sport a modifié le regard que vous portez sur votre corps, votre rapport au regard des autres ? J'attends vos réponses et commentaires sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. Et pour en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique ou sur la cryolipolyse, mon guide J'y vais pas est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.